En Centrafrique, le 31 août dernier, le projet de constitution a été adopté par la Cour constitutionnelle et le Conseil national de transition. Le texte sera soumis à référendum le 4 octobre. La nouvelle constitution permettra-t-elle aux Centrafricains de tourner le dos aux vieux démons? Rien n'est moins sûr, car le projet soulève de nombreuses critiques. Anissé Delonguele, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le mois de juillet le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain. À peine adopté, le projet de constitution soulève de nombreuses critiques qui ne sont pas toutes infondées. Les partagez-vous? Écoutez, le problème que nous avions, nous, dans notre pays, ce n'était pas la Constitution. Nous avions une bonne Constitution qui n'était malheureusement pas respectée. Maintenant, il y a une nouvelle. Quelques querelles ont vu le jour par rapport notamment au Sénat, au fait que nous sommes un pays pauvre, qui n'a peut-être pas les moyens d'entretenir deux chambres. Mais voilà, c'est fait. Il faut voter cette Constitution. Il y a quand même deux articles qui ont soulevé de nombreux débats. Le premier, c'est l'article 24, qui exige que les candidats à la présidentielle possèdent une demeure depuis 5 ans en République centrafricaine et y résident depuis 3 ans. Je présume que ce n'est pas votre cas. Écoutez, je pense que quand on veut être président dans un pays, le minimum, c'est qu'on ne devienne pas président pour construire sa première demeure. Donc pour moi, cet article est assez normal. Le second, c'est l'article 123, qui exclut tous les membres de la transition sous Jotodia et Bozizé. De facto, l'ancien Premier ministre Nicolas Tchangaï est exclu. Ce sont les règles du jeu. Tout le monde connaissait ces règles du jeu-là. Depuis les accords de Libreville, il était bien entendu que tous ceux qui vont gérer la transition ne devaient pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ceux qui acceptent d'entrer dans la transition savent ce qui les attend. C'est pour ça que nous autres, nous sommes restés à l'écart de la transition. Ce n'est pas un risque pour la réconciliation nationale? Pourquoi est-ce que la réconciliation nationale devait être en panne si 2 ou 3 personnes ne sont pas candidats? C'est un pays de 5 millions d'habitants. Le Sénat, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est peut-être un luxe d'avoir une seconde chambre. Deux articles, quand même, méritent notre attention, puisqu'ils vont consolider la vie politique, à condition qu'ils soient respectés, qu'on n'ait pas la tentation de les modifier. C'est notamment sur la limitation des mandats, 5 ans renouvelables une fois, et puis la création d'une cour pénale pour sanctionner les crimes graves. Oui, ça c'était l'une des exigences du Forum de Bangui, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité. Et c'était important, le Forum de Bangui a demandé à ce que cela soit mis dans la nouvelle constitution de la République centrafricaine. L'impunité, c'est ce qui a manqué à la classe C'est ce politique qui a toujours centrafricaine. manqué dans le fonctionnement de ce pays. Et pour quelle raison, selon vous? Eh bien, simplement parce que c'est un État faible, la justice n'est pas appliquée, il n'y a pas de contre-pouvoir. Tout ça devait être maintenant, à partir de cette nouvelle constitution et du pouvoir qui sera élu, des dispositions devront être prises pour que, enfin, dans ce pays, les lois soient respectées. Mais le contre-pouvoir, c'est peut-être aussi le fait d'un régime présidentiel un peu trop fort, non? Est-ce qu'il ne faudrait Oui, pas penser, justement, pour un pays comme la Centrafrique qui a connu 3 décennies de crise, penser à un régime parlementaire? il y a eu un débat dans ce sens. Je pense que les pour et les contre se sont exprimés et beaucoup ont préféré conserver encore ce régime présidentiel. Alors, le report de l'élection présidentielle, qui était annoncé pour le 18 octobre, on sait toutefois que les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont exigé que la fin de la transition se fasse le 31 décembre, donc les élections pourraient se tenir avant cela. Mais est-ce qu'il n'était-il pas plus judicieux de combiner le référendum qui est prévu le 4 octobre et la présidentielle pour éviter des frais? Ça faisait partie des possibilités. Nous avons simplement estimé que demander à des paysans le même jour de voter pour une nouvelle constitution, pour un nouveau président et pour des nouveaux députés, ça faisait beaucoup trop. N'oubliez pas que c'est une population analphabète. Il aurait fallu beaucoup plus de travail d'explication, de communication pour y arriver. Mais je pense que ce n'est pas encore exclu. Si on doit tenir les dates, il faut envisager peut-être de faire ça. De coupler les deux, Voilà, moi je ne suis pas opposé. les deux scrutins. Alors, pour en revenir à l'Union pour le renouveau de la Centrafrique que vous présidez, qui vous a plutôt installé comme candidat, désigné comme candidat pour la prochaine élection, votre devise, un pour tous, tous pour un. Que faut-il comprendre? C'est beaucoup plus le slogan. Notre devise, c'est rassemblement, paix, développement.
Un pour tous, tous pour un, c'est un slogan trouvé par les militants pour justement exprimer ce rassemblement, cette unité, ce désir d'avancer ensemble, de nous sortir de cette situation. Et le congrès que vous évoquez a été un excellent congrès. Malgré l'insécurité, les populations, les militants sont venus d'un peu partout dans le pays. Toutes les préfectures ont été représentées, la diaspora a été représentée. Nous avons fait un congrès magnifique et nous avons été fiers de ce qui a été fait. Les militants de l'URCA sont donc en ordre de marche pour vous élire lors du prochain L'URCA est scrutin. aujourd'hui bien organisé pour affronter les scrutins et les gagner. C'est un jeune parti pourtant. C'est un parti qui n'a que moins de 2 ans, hein, mais qui aujourd'hui occupe le terrain et est presque considéré comme l'un des plus grands partis. Vous savez qu'il y a un divorce depuis plusieurs années entre les centrafricains et les partis traditionnels. Il y avait donc un espace pour créer un appareil politique qui tienne compte de tous les manquements des autres partis. C'est ce que nous avons fait et je suis content des résultats. En impliquant plus les femmes et les jeunes, Oui, à la différence des vieux partis. Oui, c'est ce que nous faisons et aussi en tenant compte du fait que tout le monde est centrafricain, tout le monde peut entrer dans un parti. Ce n'est pas une question de région, de religion, d'ethnie et ça, dès le départ, nous y avons veillé et ça marche. Alors, vous réfutez l'assertion selon laquelle la Centrafrique n'est pas un pays maudit, est un pays maudit plutôt. Pourtant, l'histoire nous amène à penser le contraire, hein. Nous avons nous-mêmes construit notre malédiction. Nous pouvons défaire cette malédiction. Et comment? Écoutez, la malédiction, comme vous l'appelez, c'est le comportement des centrafricains et surtout des hommes politiques centrafricains qui, petit à petit, a amené le pays dans ce gouffre. Aujourd'hui, ayant constaté... Mais les hommes politiques dont vous faites partie. Dont je fais partie. Ayant constaté tout cela, je pense que nous pouvons refaire le chemin inverse. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous? Il faut respecter les textes du pays. Si nous faisons ça, nous ferons un grand pas. Il faut arrêter de penser que c'est la politique qui construit l'homme. C'est l'économie qui construit un pays. Tout le monde veut faire la politique. C'est le banquier qui parle? C'est le centrafricain qui parle. Et le banquier aussi. Et le banquier aussi. Je pense qu'il faut quand même se dire que sans les richesses, on ne peut pas faire fonctionner un pays. Et aujourd'hui, tout le monde veut être fonctionnaire, tout le monde veut être homme politique. C'est bien. En attendant, qui va construire le pays? Donc je pense que nous, ce que nous voulons faire, c'est mettre un accent sur l'économie, sur la création des richesses, sur la prise en main des jeunes, sur la construction de l'homme, l'éducation. On reviendra sur les principaux points de votre programme qui est baptisé le Renouveau. Un de vos arguments de campagne, c'est de dire que vous êtes le seul Premier ministre à ne pas avoir exercé pendant une crise. C'est un atout, mais suffisant. Ce n'est pas que je n'ai pas exercé pendant une crise. Il n'y a pas eu de crise pendant votre mandat. Il n'y a pas de crise pendant que j'exerçais. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de fermeté et en même temps beaucoup de souplesse pour gérer tout ça. Et comment? Écoutez, si vous êtes à l'écoute de la population, vous pouvez prévenir les crises. Et en prévenant les crises, vous les empêchez d'arriver. C'est ce que nous avons fait entre 1999 et 2001. Vous voyez que c'est la seule période depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui où il n'y a pas eu de crise. Pourtant, ce n'est pas les éléments qui manquaient, les éléments de crise. Alors, le Renouveau, 8 articles, 8 points autour duquel s'articule votre programme. Les principaux points, pour vous, ce sont lesquels? S'il n'y avait que 3 à retenir aujourd'hui. C'est la réconciliation nationale, la construction d'un État avec tout ce qui va avec sécurité, justice, l'économie et la construction de l'homme. Moi, j'en retiens 4. 4. La réconciliation nationale, alors comment faut-il faire pour réconcilier les Centrafricains avec eux-mêmes? Déjà, il faut leur donner de l'espoir. Pour leur donner de l'espoir, il faut donner des perspectives aux jeunes. C'est un pays quand même où 70% de la population a moins de 30 ans. Et ils sont perdus, ces jeunes-là. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ont été mal formés, il n'y a pas d'emploi en face et le seul emploi qu'ils trouvent aujourd'hui, c'est le métier des armes. Donc il faut leur faire savoir et comprendre qu'il y a autre chose. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'économie. La réconciliation sans perspective n'a pas de sens. L'économie, vous avez été vous-même, Anissé Longolé, Premier ministre dans Félix Patassé. Alors comment expliquer justement cette crise et cette absence d'économie malgré les richesses que connaît la Centrafrique?
Vous savez, la RCA n'a pas toujours été dans cet état. Moi, quand je venais comme ministre des Finances, il y avait une petite industrie autour de la ceinture de Bangui. Quelques usines qui employaient quelques Centrafricains, qui fabriquaient des petits produits de consommation courante. Tout cela a été détruit pendant les mutineries. À chaque crise, nous détruisons le peu que nous avons. Donc aujourd'hui, les investisseurs fuient le pays. Parce qu'ils se disent, ce n'est pas la peine de venir dans un pays où tout ce que vous construisez est détruit. Du coup, nous avons détruit les usines, nous avons détruit les emplois et nous avons détruit tout ce qui pouvait créer les richesses. Nous avons réduit l'assiette fiscale et nous avons donné très peu de chance à l'État de fonctionner. Il faut reconstruire tout ça, il faut refaire le chemin inverse. Cette transition a-t-elle été utile, selon vous? Nous avons, depuis janvier 2012, depuis janvier 2013, connu 3 présidents de transition, 3 premiers ministres de transition et un peu plus d'une centaine de ministres. Je ne sais pas, ça a dû être utile pour tous ceux-là. Mais nous attendons que la transition fasse ce qui est le plus utile, c'est d'organiser les élections pour passer à un régime régulier, un régime légitime. C'en est fini, la Centrafrique avec des crises à répétition depuis 3 décennies? Il faut la volonté de tous les Centrafricains pour que cela finisse. Il faut des dirigeants qui apaisent les Centrafricains et qui les amènent à regarder vers l'avenir. Une dernière question à Anissé Delonguélé, au sein de la force française qui est basée en Centrafrique depuis le début de cette crise. De nombreux cas de viol sur mineurs ont été dénoncés ces derniers mois. Le commentaire du Centrafricain et de l'homme politique que vous êtes? De condamner déjà ces viols-là sur les mineurs, que ce soit par les Français ou par d'autres. Et de dire que quand on met des soldats dans un pays en crise comme ça, où ils sont dans un état permanent de stress et qu'on ne leur permet pas, on ne leur donne pas les instructions pour aller au combat et faire ce pourquoi ils sont venus. Ce stress les amène à ce type de comportement. Que ce soit les soldats de la Sangaris, que ce soit ceux de la MINUSCA, ils sont là pour mettre la paix et la sécurité. Et c'est ce que les Centrafricains attendent depuis. Si cela était fait, ils seraient occupés à autre chose qu'à penser à ce type de comportement. Et quel bilan vous faites de ces 2 forces? Le bilan que je fais, c'est que certes, il y a eu moins de violence qu'avant, mais vous avez noté que depuis quelques semaines, il y a une recrudescence de violence dans tout le pays. Il y a au moins 10 villes pour lesquelles il y a eu des attaques d'hommes armés. Même dans Bangui, vous avez vu qu'il y a des actes qui peuvent s'apparenter à du terrorisme quand des jeunes passent en moto et lancent des grenades sur des foules. Le Nigeria n'est pas très loin. C'est du terrorisme et je souhaiterais qu'il y ait moins de communiqués qui condamnent et qu'il y ait plus d'actions militaires pour mettre la main sur les auteurs de ces actes-là et de les punir. Anissé Delonguélé, merci et puis bonne chance. Merci bien.